J'ai lu les Illuminations de Rimbaud. Tu te souviens? Nous avions situé quelques repères chronologiques. 18 mars, 28 mai 1871, c'est la Commune de Paris qui s'achève dans la semaine sanglante, du 21 au 28 mai. Pour la première fois, la photographie est utilisée comme un outil de propagande. En 1874, l'Assemblée nationale déclare d'utilité publique la construction de la basilique du Sacré-Cœur. Alors, comme cela se fait toujours, il s'ouvre un concours d'architectes. Paul Abadie le remporte. Durant la semaine sanglante, il y a eu au moins 20 000 exécutions. L'état de siège a été maintenu jusqu'en 1876. Le cabaret du Lapin Agile et le Moulin de la Galette. À l'époque, c'était très vivant. En 1876, Auguste Renoir peint le bal du Moulin de la Galette qui est exposé au musée d'Orsay. Comment cela se peut-il dans une telle période? C'est la fin du couvre-feu. Depuis 4 ans, personne ne sort le soir. Ah oui, le tableau a de quoi étonner. Je vois bien la liesse de tous les acteurs de cette fête. Populaire, je m'interroge. Je vois bien le couple de danseurs dans le fond, et voilà que j'associe le tableau avec le film d'Ettore Scola, Le Bal. Des femmes puis des hommes arrivent dans une salle de bal des années 30. On y voit plusieurs tableaux filmés qui décrivent le contexte historique de chaque époque. Donc, pour en revenir au Moulin de la Galette, le tableau de Renoir, il me semble que ce contexte historique n'apparaisse pas, comme s'il le masquait précisément. Le film d'Ettore Scola est muet. Il n'y a que la musique populaire et la performance des danseurs qui revient tout au long de leur vie. C'est un art vivant. Qu'ils crèvent, les artistes. Ah oui, c'est ce qui arrive, au plus maladroit, au moins rusé ou au moins fort. Euh, oui, il y a eu d'autres moments graves dans l'histoire, comme l'Espagne en 1936. C'est le sauve-qui-peut général. Le tout, c'est de rester vivant, si possible. Renoir ne pouvait pas s'arrêter de peindre, car depuis sa jeunesse, il ne savait faire que cela. Il a des années très dures, pauvres, où il tente sa chance avec les premières expositions impressionnistes. Enfin, il obtient le succès, c'est-à-dire une chance de gagner sa vie, en présentant une toile plus bourgeoise au salon officiel de 1878, Madame Charpentier et ses enfants. Oui, c'est ce que j'appelle reculer pour mieux sauter. C'est sûrement pas inconscient chez Renoir. Picasso est fasciné, Duchamp est énervé. Ah, Duchamp, et son agacement devant la peinture physique rétinienne. Il y a eu justement Monet et les premières expositions impressionnistes. Comment c'était possible à ce moment-là, sinon par illumination autistique? Illumination, tiens, tiens. Rimbaud, illumination. Du point de vue de Duchamp, interviewé en 1961, je retiens 2 choses. Première chose, l'artiste peut être dans un rapport faux au monde qui l'entoure. À certains moments seulement, il a le pouvoir de dire « j'arrête ». Je ne fabrique plus de ready-made pour qu'il ne passe pas du côté des objets esthétiques. Deuxième chose, son agacement quasi épidermique contre la peinture chromatique rétinienne. Il est tellement énervé qu'il décrit le peintre conditionné. Le peintre se lève chaque matin. Il prend son petit déjeuner, mais surtout, il est dépendant de l'odeur de l'essence de térébenthine qui va le faire aller de l'avant et continuer sa peinture. Duchamp nous dit « C'est seulement depuis Courbet qu'il y a un enfermement dans la peinture à l'huile. Avant, les artistes répondaient à des commandes. Ils se situaient dans un rapport hiérarchique à l'empereur ou au roi. Mais Courbet, après la Commune, ne pouvait plus espérer aucune acceptation de sa peinture. Tu vois, soleil couchant, Courbet. Il continue à peindre, se bat pour ses idées, déménage plusieurs fois et meurt
en 1877. Oui, pour Duchamp, à certains moments seulement, le seul pouvoir qu'il a, c'est de dire j'arrête. Je ne fabrique plus de ready-made, pour qu'il ne passe pas du côté des objets esthétiques. Oui, mais alors pourquoi Duchamp est ultra discuté, et rediscuté, et encore dans les boîtes de communication, et chez les jeunes qui ont le désir de devenir artistes? Pourquoi la société dite du spectacle, d'après Guy Debord, le cite en référence? En fait, Duchamp serait un artiste maudit d'opérette, en comparaison avec Courbet. Arbitrairement, je me projette sur n'importe quoi. Voilà le ready-made de Duchamp. Artiste maudit d'opérette? Non, je ne le condamnerai pas à ce point. En 1961, dans son interview, il parle honnêtement de sa réalité, de la réalité de sa vie et surtout de la place de l'art dans sa vie. Duchamp reste très discret quant à l'histoire. Il évite tout engagement idéologique. Il traite les impressionnistes de pauvres types. Quant à Rimbaud, il l'évoque tout juste. L'affaire est délicate, car c'est Verlaine et surtout Breton qui ont sorti l'œuvre de Rimbaud des poubelles de l'histoire. En 1913-1915, Duchamp part aux États-Unis. La guerre, c'était atroce. L'entretien le laisse supposer. En art, il n'y a pas de jugement moral. Chacun fait ce qu'il peut avec son bateau. C'est la solution que Duchamp a trouvée. Il ne voulait même pas spécialement être artiste, simplement délirer avec ses copains dada. Il a des occasions d'exposition et le scandale du Grand Verre le fait connaître. C'est sa solution, c'est tout. Tiens, j'ai appris ce matin qu'un tableau de Monet a été endommagé après une effraction au musée d'Orsay. L'actualité, parfois, semble nous rattraper, comme on dit. Ce tableau s'intitule Le Pont d'Argenteuil. Il fut peint en 1874. C'est juste la naissance des impressionnistes. Il y a des débiles qui ne comprennent pas que l'espace de l'art, c'est pas la réalité concrète. Mon but n'est pas d'illustrer l'histoire par des tableaux, mais de placer un espace historique et de m'y projeter. Avoir une activité artistique qui modifie l'histoire, je ne crois pas que ça soit tellement possible. Mais oui, tu ne peux pas modifier l'histoire. Mais le pouvoir, oui. Trafiquer les photos a été une pratique courante jusqu'à il y a peu. Ou encore mieux, et pratiquement imparable, l'usage commun et immodéré du mensonge historique par omission.